Enlever le masque aussi, c'est mieux, c'est plus sympa. Alors on a dans cette paracha des leçons, c'est des leçons phénoménales, hein, parce que vous savez que l'Égypte, l'exil d'Égypte, en fait, on ne le compte pas dans les 4 exils. On dit qu'il y a eu 4 exils, Babylonie, etc. Et en fait, l'Égypte, c'est le MP4, c'est dans l'œuf de tous les exils. Ça veut dire que tout ce qui se passe après, c'est le développé de ce qui s'est passé en Égypte. C'est pour ça que ces parachiotes, on pourrait les étudier pendant des années, elles sont extrêmement concentrées. Et là, on a un midrash qui nous dit que Hachem a dit, ça y est, le temps est venu de libérer les bénis Israël comme je l'ai juré à ses ancêtres. Donc, à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué, je vois chez Nishbati Iga, elle est arrivée, le serment que j'ai juré aux ancêtres des bénis Israël de les libérer. Donc, on va les libérer. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Vous allez dire, mais si on a été libérés. Non, c'est pas fini. C'est marqué dans le Midrash, Velo ayu beyadam mitzvot. Oui, mais ils n'avaient pas de mitzvot. Ils n'avaient pas suffisamment de mérite pour être libérés. C'est vrai que d'un côté, Hachem a juré, si on peut dire, a prêté serment, mais c'est toujours conditionnel. C'est à condition qu'on ait le mérite, d'accord? C'est pour nous, je veux dire, sinon ça sert à rien d'être sur terre si on a les choses gratuitement. On est là pour mériter, oui. Et donc, bon, alors c'est vrai que vous allez me dire qu'ils avaient gardé leur nom, ils avaient gardé leur langue, et nous, on n'en parle pas, ils avaient évité pas mal de choses, mais ils ont quand même, se sont un peu assimilés. Alors où est-ce qu'on le voit? Ils ont arrêté de faire la Brit Mila. D'accord, puisque la Brit Mila datait déjà d'Avraham Avinu, donc avant Matan Torah. Et ils sont également laissés influencer par l'Avodah Zara, l'idolâtrie. Évidemment, c'est pas du tout l'idolâtrie comme on la connaît aujourd'hui. C'était une force extrêmement forte. C'était un Yetzirah très fort, beaucoup plus fort que les mœurs. C'est-à-dire les mœurs, c'est la rigolade à côté. Donc, imaginez ce que ça pouvait être. Les gens, ils étaient happés. Ils passaient devant, comme ça, ils ne pouvaient pas résister. C'était énorme. Voilà, je fais ça vite fait. D'ici, on peut déjà tirer une première leçon pour nous. C'est qu'on est dans une société un petit peu de fast-food, oui, de vite fait. On a du mal avec le goût de l'effort. On a du mal à réaliser que les foules, Sahara à gras, selon l'effort et la construction. On ne peut pas faire ça d'effort et avoir ça de résultat. Alors c'est vrai, je vous le dis, vous me dites, ben oui, évidemment, qu'est-ce qu'il raconte? Non. On le dit, mais on n'agit pas comme ça. On est tous comme ça à chercher des raccourcis, des trucs, parce que la société nous propose des raccourcis. Un petit clic, un truc vite fait, une petite formation, un machin, les diplômes bidons, les trucs, tout ça, et etc. Il y a beaucoup d'exemples. On fait du rapide. On a du mal à réaliser, à faire des choses, à s'investir, à s'engager, à vraiment mettre des efforts. Et ça, c'est ce qu'on voit ici. On voit ici que même sur une promesse divine, je veux dire, on ne peut pas faire mieux qu'une promesse divine. Il y a plein de compagnies, d'entreprises, de start-up, de sociétés qui vous promettent des tas de choses, d'accord? Du facile, du pas cher, du bon, du ce que vous voulez. Je vais citer aucune marque, hein. Mais bon, on ne sait jamais ce que ça vaut. On ne sait jamais ce que ça vaut. Alors on regarde dans Google les avis, voir si c'est un attrape-nigo ou pas. Mais quand c'est une promesse divine, il n'y a pas mieux qu'une promesse divine. Et pourtant, une promesse divine, il faut avoir le mérite. Pas de mérite, pas de libération, pas de Géoula, pas de construction. D'accord? Ça, c'est la première chose. Alors nous, on a, dans la Torah, c'est passé aussi. C'est passé avec ce qu'on appelle les ségoulottes. Alors je rentre pas, hein, je dis pas qu'il faut tout jeter, je vais pas dire mettre de côté, on va dire, c'est pas joli, on va pas dire, on va parler de ça. Je dis pas qu'il faut tout mettre de côté, mais on a une certaine faculté à, par exemple, les gens vont demander une bracha, la Refoua Shelema à un Rav. C'est marqué dans la Gemara qu'il faut aller voir un Talmid Chacham pour lui demander la Refoua Shelema. Mais souvent, le Rav aussi, il dit, d'accord, moi je viens de faire une bracha, mais toi tu fais quoi? Tu manges kasher, tu fais Shabbat, tu fais quoi? Je veux dire, pour mériter cette bracha. C'est la même idée. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner la bracha, il veut nous donner la sortie d'Égypte, la Géoula. Mais il dit, mais il faut que vous fassiez un petit quelque chose. Vous faites une part, moi je fais le reste, d'accord? C'est pareil. Et donc on a tendance comme ça à acheter les mitzvot,
allez, on donne un petit peu d'argent, hop, à la yeshiva et tout, et on va en parler tout à l'heure. J'ai tout cassé là. Non, on va pas parler de ça. Mais j'achète un peu des misvot, je paye quelqu'un, je demande une bracha, je m'inscris sur des trucs à droite, à gauche, sur Internet. Inscrivez-vous là pour votre zivug. Inscrivez-vous là et envoyez un petit chèque pour avoir ceci, pour avoir cela. C'est devenu un business. Alors attention, hein, je dis pas qu'il ne faut pas aussi faire ça. La tzedaka, on va en parler, c'est important. Demander des brachot au rabbanim, c'est important. Tout ça, c'est vrai, c'est important. Mais il faut aussi faire. Il faut aussi faire nous. D'accord? C'est déjà la première chose qu'on peut apprendre de ce midrash sur la sortie d'Égypte. Alors, souvent, nous, on attend beaucoup de choses d'Akadosh Baruch Hu. On attend énormément. Oui. Quand je vous dis ça, je me rappelle dans le Rav Dessler, j'ai vu ça, où il dit à un moment, il faut savoir qu'une personne, rien que les rayons du soleil qu'elle a reçus pendant sa vie, oui, ça dépasse tous ses mérites. Rien que ça. D'accord? J'ai déjà cité ça quelques fois, et je parle pas à La Réunion, je parle même à Paris. Hein, d'accord? Je dis à chaque fois la même chose. C'est rien que les rayons du soleil qu'on a reçus, c'est plus qu'il faut de bienfaits pour payer tous les mérites qu'un être humain a eu sur Terre, un être, on va dire, moyen, normal. Oui? Donc il faut vraiment s'accrocher. Hein. C'est-à-dire, des fois, les gens, ils ont là parce que, allez, j'ai loupé un examen, j'ai une déception amoureuse, j'ai un job qui n'a pas marché. Hachem, tu m'as oublié, Hachem, tu m'as oublié. Non mais regarde-toi, je veux dire, t'es là, t'as 20 ans, 30 ans, 60 ans même. Je veux dire, tu as vu combien tu reçois depuis 60 ans, ou vous depuis 20 ans? Je veux dire, tu calcules. Rien que les rayons du soleil, déjà, Hachem il t'a payé, avec intérêt, d'accord? Bon, et alors c'est vrai que en général, bon, on n'est pas trop dans ces calculs-là, mais des fois, quand on va passer un examen, quand on va pour un shidour et on sait que c'est très décisif, quand on va pour un entretien d'embauche, alors là, vas-y, allez, la pièce dans la tzedaka, les Tehillim, Hachem, aide-moi, etc. C'est bien, hein, je dis pas de pas le faire, mais c'est pas que à ce moment-là qu'il faut le faire. Ça doit être notre vie. Notre vie, pas juste du mercantile comme ça. Dit autrement, on demande beaucoup à Hachem et on a envie de dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Hachem? Alors une fois, j'ai entendu un shiur de Rav Anom Yitzhak en Israël, et c'était un shiur entier sur ça, où il expliquait aux gens, il était dans un kibbutz avec des gens pas religieux, et il leur disait, regardez, pendant tout le cours, il leur dit, regardez, vous ce matin, vous vous êtes réveillés, vous avez eu un bon café, vous avez eu la santé, vous avez eu la force. Et il leur faisait tous les bienfaits qu'ils ont reçus dans la journée. C'est fatigant, vous savez, rien que de citer tout, c'est très fatigant, il y en a pour des heures. Oui, bon, il a résumé. Et après, il dit, est-ce que en échange, vous pouvez mettre 5 minutes les tefilin? Est-ce que vous pouvez donner 5 minutes à Hachem pour ces 20 heures sur 24, et même pendant qu'on dort, Hachem s'occupe de nous, qu'on puisse bien dormir, que tout se passe bien dans le corps, qu'on fasse des beaux rêves, oui. Est-ce que vous donnez aussi 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une fila? Est-ce que vous faites un petit effort de chesed? Est-ce que vous faites un petit effort de manger kasher? Un effort de tzniout? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour Hachem? C'était tout le cours. Moi, j'avais trouvé ça fabuleux. Mais après, en réfléchissant, avec l'âge, je me suis dit, bon, il a parlé aux gens, évidemment, parce que c'était le langage qu'il pouvait comprendre en premier niveau. Mais en vérité, ça m'a fait penser à un machal. Un machal, ça veut dire un exemple, voilà, une image comme ça. Imaginez quelqu'un qui, chas v'shalom, a des problèmes de diabète, il a des problèmes de cholestérol, il est en surpoids grave, il a mal au dos, il dort mal, il a des apnées, etc. Et il va voir donc les médecins, il va voir les diététiciens, les médecins, etc. Et alors la démarche comparable à celle dont on vient de parler ici dans la vie, ce serait, vous pouvez pas me donner une petite pilule, un truc, là, comme ça le matin je mets un petit comprimé, et hop, ça m'enlève le cholestérol, ça m'enlève tout, le surpoids, le machin, sans effort, tic-tac. Oui, vous allez me dire ça n'existe pas. Bon, si, il y a ça. C'est quoi ça?
L'anneau, bravo. Qui a dit l'anneau? L'anneau, bravo. Vous êtes médecin. L'anneau, d'accord? Ça veut dire, bon, on demande ça au médecin. Alors imaginez que le médecin dit, je suis désolé, vous devez vous prendre en main, vous devez changer votre vie. C'est des systèmes artificiels. Vous devez avoir une vie équilibrée, diététique, manger sainement, faire de l'exercice, etc. Vivre normalement, c'est tout. Donc vous devez faire des efforts. Et après, le médecin, il dirait au patient, il dit, voilà, vous allez me faire plaisir, d'accord? Vous allez me faire plaisir, vous allez faire 10 minutes d'exercice par jour, vous allez manger ceci, cela. Qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce que le patient devrait dire? Mais je suis pas pour faire plaisir au médecin. C'est pas pour faire, c'est pour moi. C'est pour moi. Vous voyez? Alors, par cet exemple, on ressent la même chose. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est pas pour lui faire plaisir. Évidemment, ça lui fait plaisir. Mais c'est pas pour lui faire plaisir, c'est pour nous. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, comme ça, des fameuses 5 minutes de tefilin, 20 minutes de tefila, un peu de tsniout, un peu manger kasher, shabbat, chose, faire du chesed. Mais c'est pour nous. On a l'impression que, allez, Hachem, tu vas me donner la parnassa, tu vas me donner la santé, tu vas me donner ça, et moi je te donne, allez, je vais te faire un petit effort, je vais te donner, qui je vais te donner? Et c'est à toi que tu te donnes. D'accord? Voilà, c'est une certaine prise de conscience. Maintenant, si on reprend, donc, ce midrash qui nous dit que pour sortir d'Égypte, il fallait avoir 2 mitzvot. Quel mitzvot Hachem nous a donné? Comme vous le savez, la Brit Mila, pour les garçons, donc pour les filles du coup, il n'en restait plus qu'une, et le Korban Pessah. Alors il faut chercher quel est le shoresh, quelle est la racine de ces 2 mitzvot, et évidemment on va l'adapter à de nos jours. Parce que bon, la Brit Mila, de toute façon on l'a fait quand on est bébé, bien que c'est pas que ça. La Brit Mila, après, c'est de respecter l'esprit de la Brit Mila, évidemment, et ça c'est un autre travail de toute la vie. Et le Korban Pessah, il n'y a plus, puisqu'il n'y a plus le temple, donc il n'y a plus l'offrande du Pessah. Donc il va falloir adapter, voir par rapport à notre vie quotidienne ici, moderne, comment on peut adapter ça. En tout cas, qu'est-ce que nous dit le Siftei Chaim ici, je cite depuis le début quasiment, il nous dit que le point commun qu'il y a entre ces 2 mitzvot, c'était un retour vers notre identité. D'accord? Pourquoi les Bnei Israël ont arrêté de faire la Brit Mila? C'est marqué pour ressembler aux Égyptiens. Même s'ils avaient gardé des noms différents, des habits différents, le langage différent, mais ça les gênait d'avoir la Brit Mila alors que les Égyptiens n'avaient pas la Brit Mila. En plus, ça se voit pas comme ça, mais bon, c'est quand même. Donc ça, c'était le premier point. Et deuxième point, le Korban Pessah, c'était quoi le but? C'était de déraciner dans l'esprit des béné Israël, en exil en Égypte, cette notion d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que le mouton donc, qui est utilisé pour le Korban Pessah, est un animal qui était adoré par les Égyptiens. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre, c'est très bizarre, adorer un mouton. Comment un mouton pourrait être un dieu? D'accord? Vous allez me dire, il y a encore des vaches en Inde qui sont adorées. Non, c'est pas si idiot. C'est pas si idiot. En fait, c'est un peu plus profond que ça. Le principe déjà, nous, d'Avodat Hashem, c'est que tout le monde matériel que nous connaissons, et les saisons, etc., sont la projection matérielle, la concrétisation matérielle du monde spirituel. Et c'est ce qui nous permet de construire notre monde spirituel par les mitzvot. D'accord? L'Avodah Zara fonctionnait un peu de la même façon. L'Avodah Zara, ça veut dire que les gens, le Ramban explique dans Parashat Bo, que les gens voyaient qu'effectivement, l'influence divine passait par les astres, passait par le matériel, évidemment, passait par des choses concrètes, oui. Et donc, ils ont pensé au début qu'il faut servir le roi, il faut aussi servir les ministres, il faut aussi servir le maire et l'adjoint au maire. Et à la fin, ils se sont dit, bon, ça coûte moins cher de servir l'adjoint au maire, ils ont oublié de servir le roi et n'ont plus servi que les idoles, que ces intermédiaires. Voilà. Mais, par exemple, en Égypte, le mouton correspond en fait au signe du zodiaque de Talé. C'est pas la télé, c'est Talé. Talé, c'est le signe du zodiaque de Nissan. Nissan, d'accord? Comment on dit bélier, je pense on dit en français, mais c'est mouton en vérité. Et chez ce signe du zodiaque, qui donc correspond dans la circonvolution des constellations, il y a un certain ordre,
et à chaque fois, on va dire, le leader du mois, c'est lui, parce que les 12 constellations, elles passent pendant la nuit, mais avec une certaine configuration, le leader du mois, et en particulier le 15 du mois, d'accord, c'est lui qui va, c'est cette constellation qui va être représenter l'énergie spirituelle qui va être liée au mois. Et donc, les gens de l'époque, dont les Égyptiens, allaient servir cette constellation, ces mazalotes. Et comme ce mazal, c'est celui du mouton, alors automatiquement la projection matérielle de ce mazal, qui est le mouton qui fait bé, eh bien, on le respecte également, c'est normal, puisque c'est la projection. Et nous, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû, c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Agadol, le 10 Nissan, un Shabbat, c'était en plus, on a dû aller, alors normalement Shabbat, on ne prend pas les animaux comme ça, on est allé prendre les gentils moutons les gentils moutons, et on les a attachés au pied de nos lits, et c'était vraiment une grande, ce qu'on appelle Messirut Nefesh, un don de soi incroyable, parce que les Égyptiens, normalement, ils auraient dû se mettre complètement hors d'eux. Et évidemment, c'était à la fin, après les 10 macotes, hein, quand même, mais quand même. Et il fallait ensuite dire, quand les Égyptiens demandaient, vous faites quoi là? Je dis, tu vois, on prépare un korban, on va faire un barbecue avec ton Dieu, d'accord? Et donc ça, c'était vraiment une Messirut Nefesh, aussi bien la Brit Mila que le Korban Pessah, pour justement déraciner ces deux mauvaises choses que les bénis Israël se sont laissés influencer en Égypte. Alors maintenant, de nos jours, comment on pourrait transposer ça? Comment on peut transposer ça, justement, le point commun qu'entre ces deux mitzvot qui nous ont donné le mérite de sortir d'Égypte? Eh bien, on peut le transposer par le point de Messirut Nefesh. Ça veut dire, alors Messirut Nefesh, notamment, ça veut dire donner son âme, ça veut dire ce don de soi, se donner à fond, comme on dit en français, d'accord? Se dépasser, vraiment, on va dire s'engager, d'accord? D'ailleurs, ici, on a choisi comme slogan une jeunesse engagée partageant ses expériences. Vous voyez, Kelly, Ora, elle partage, Kevin, ici, Raphaël, Ruben, ils partagent. C'est-à-dire, ils font pas leur truc dans leur coin, ils se disent, je sais faire ci, je sais faire ça, et ben je partage avec tout le monde, et on vous engage tous à vous engager, d'accord? C'est ça la Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, c'est pas juste être consommateur. J'ai oublié Mandy, pardon, je te vois, heureusement que j'ai fait ça. Surtout beaucoup de flegme aussi, mais qu'on aime beaucoup, donc ça va. J'ai pas cité tout le monde, hein. J'ai cité ceux qui sont devant, il y a Abraham aussi, et puis bon, on a Tova, on a Oranit qui sont plus là avec l'histoire de passe et tout, on attend avec impatience que tout ça s'arrête pour qu'ils reviennent. Comment? Surtout, on vous avoue. Non, mais moi, je veux dire... je suis vieux. Raphaël, welcome. Donc ça, c'est l'engagement. L'engagement, et ça, c'est la Messirut Nefesh la plus grande que l'on puisse faire. Alors, au départ, moi, je voulais pas parler de cet engagement-là. Quand j'avais pensé j'ai préparé ce Dvar Torah, j'avais pensé à la Messirut Nefesh de nos jours, qui est de faire Shabbat. C'est vrai que de faire Shabbat, parce qu'en même temps, c'est Messirut Nefesh anti-assimilation. C'était ça, les deux mitzvot qui nous ont donné le mérite d'être libérés d'Égypte. D'accord? Donc, je continuerai mon cours la fois suivante, parce que je me suis vraiment régalé, je pense que vous aussi. Et en fait, je veux juste raconter une petite anecdote, puisque sur le thème qu'on a commencé ensemble, donc je voulais vous parler de Messirut Nefesh, d'engagement. Alors, je ne savais pas du tout que Rabbi Yitzhak Schneor allait passer là. Sur le sujet, était tout à fait indépendant. Et donc, je cherchais, c'est vrai, quels sont ces deux mitzvot. Donc, on a dit Brit Mila et Korban Pessah, qui sont des mitzvot qui se caractérisent par le fait que c'était Messirut Nefesh, et aussi que c'était le contraire de l'assimilation des Israël en Égypte. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui, dans nos mitzvot à nous, dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qui va nous préserver plus que d'autres mitzvot peut-être, qui va nous permettre de garder notre identité, de nous construire et d'éviter
toute cette assimilation. Alors, j'ai cherché comme ça et je me suis dit, évidemment, il y a Shabbat. Quand quelqu'un commence à faire Shabbat, ça devient un petit peu compliqué au niveau social avec les voisins. Quand ils mangent kasher, je suis désolé, je peux pas manger ci, je peux pas manger ça, je peux pas boire ci, je peux pas boire ça. La tsniout, moi je m'habille comme ça, je suis désolé, je peux pas aller à tel endroit, je peux pas. Et évidemment, après je me suis dit, attends, mais plus que tout ça, évidemment, il y a le Limud HaTorah. Le Limud HaTorah, et c'est pour ça quand on parle d'engagement, c'est vrai que Baruch Hashem, le Rav vous félicite d'avoir choisi ce soir en particulier de venir ici écouter des cours et partager ensemble plutôt que faire je sais pas quoi ailleurs. Mais il faut aussi, je sais que vous le faites par ailleurs, mais c'est très important que chacun d'entre vous vous engagez aussi à du limoud. Donc pour les garçons, limoud Gemara, Chumash, dans les textes, apprendre à étudier. Les filles également, elles ont, c'est pas on dit que les filles elles sont pas tour de limoud, c'est un certain type de limoud dans la Gemara, dans le pitpoul, mais elles ont Baruch Hashem, toute votre vie vous avez de quoi étudier, il n'y a pas de souci. Donc on a besoin que vous vous engagiez effectivement dans des cours de Torah sur texte, où on apprend à étudier, où on étudie. Voilà. Et puis voilà, je savais pas que le Rav allait venir et dire ce qu'il allait dire, mais quand on a fait l'Incha, cet après-midi à la Yeshiva, on attendait qu'il y ait Minyan, et puis en attendant, comme ça, je suis allé, j'ai pris un sefer au hasard, façon de parler, j'ai pris un sefer comme ça dans la Sifriya, et je l'ai ouvert n'importe où, à une page. Et ce que j'ai lu, j'aurais dû faire une photo d'ailleurs, comme ça j'aurais lu la photo sur le bouffe, vous aurez vu que je raconte pas des blagues. Et là-dessus, la page parlait, c'était du Moussar, et parlait de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, parce que c'était notre sujet d'avant. Et disait, quelle est la chose qui fait le plus plaisir à Kadosh Baruch Hu? C'est de ramener un de ses frères, de son prochain, de le ramener à la Torah, de le ramener à Kadosh Baruch Hu. Voilà, et effectivement, c'est tout ce que le Rav vous a parlé ce soir, de cette participation, cet engagement que chacun y fait à son niveau, et qui est tellement important de nous permettre augmenter les cours de Torah, de faire venir vos amis, d'aider chacun comme il peut avec ses compétences, avec les ateliers, avec la communication, ceux qui font des affiches, ceux qui appellent leurs amis, ceux qui invitent leurs copines, leurs copains, effectivement, qui veulent aller, je vais en voiture, je t'amène, etc. Voilà, ça Baruch Hashem, c'est ce que je voulais partager en première partie avec vous. La deuxième partie, je la ferai la semaine prochaine. Maintenant, on va écouter un petit mot.